Alors, on va passer maintenant à la deuxième table ronde qui porte sur le cours des matières premières et sur ses impacts pour la production de semences. Mais pour introduire cette deuxième table ronde et donner une vision plus globale, une vision macro, géopolitique, agricole et faire un point sur les impacts de la guerre en Ukraine, eh bien, je vais laisser la parole à Sébastien Abyss, qui est directeur du Club des Betters et qui est chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Je vous invite, Sébastien Abyss, à nous faire votre présentation. Pour la proposition de partager avec vous, au milieu de vos sujets techniques, climatiques, scientifiques et agricoles, je vais faire un gros dégagement géopolitique. Donc je vais dire beaucoup de généralités, évidemment, pour vous qui êtes spécialiste de plein de choses. Moi, je suis un généraliste qui essaye de cristalliser en quelques minutes ce qui se passe et qui mérite d'être regardé parfois aussi avec des considérations politiques, puisque, en effet, la sagesse humaine ou la science ne font pas, malheureusement, la marche du monde. Donc, ce que je voudrais d'abord rappeler, c'est que cette crise en Ukraine, puisqu'on m'a demandé de commenter la crise en Ukraine, je crois qu'il est précieux pour vous, professionnels agricoles, dans le narratif actuel de cette dimension agricole et alimentaire de la crise ukrainienne, d'insister sur le fait que, avant le 24 février, la planète agricole et alimentaire n'était pas pleinement stable, calme et apaisée. Donc, cette guerre en Ukraine, elle vient dans un contexte où il y avait déjà un certain nombre de problèmes. Je ne reviens pas sur le fait qu'en février, début février 2022, l'indice moyen FAO du prix des denrées de base a battu son record historique. Vous avez ce graphique que vous connaissez par cœur, je ne reviens pas sur ces éléments, mais depuis le 24 février, on est allé sur des sommets supérieurs à des pics de prix qui étaient déjà significatifs ces derniers mois. Donc, vous étiez en haut de la montagne et en fait, là, les prix partent vers le ciel avec des yo-yo. Je laisserai évidemment Michel Portier commenter mieux que moi ce qui se passe en termes de prix et comment les marchés réagissent. Mais les marchés agricoles, précisément, puisqu'ils ne sont pas toujours rationnels non plus, et que ce n'est pas juste l'addition de l'offre et la demande et des quantités ci et là, la variable géopolitique, depuis des années, comme l'incertitude climatique, puisqu'il y a deux températures qui montrent au thermomètre de la planète, c'est le climat et la géopolitique. Plus le temps passe, plus ça devient nerveux sur le plan météorologique, et malheureusement, ce qu'on redécouvre, ça devient aussi tendu sur le plan géopolitique. On a des marchés agricoles qui ont tendance à, parfois, être rythmés pour des considérations non agricoles, qui n'est pas lié au travail des agriculteurs et qui n'est pas lié aux évolutions uniquement des consommateurs. Donc ce côté très périphérique, général autour des marchés agricoles, il faut le tenir en compte précisément, je crois. Je rappelle aussi qu'en 2021, on est en train de découvrir ça en Europe et en France depuis quelques semaines, on va le sentir passer fortement dans les prochains mois. Ça fait plusieurs mois que le monde entier connaît de l'inflation alimentaire. À l'échelle mondiale, c'est plus 30% en 2021. Donc, ces hausses de prix, conséquences, j'insiste, de la pandémie Covid, c'est-à-dire que depuis 2 ans, il y a eu une double peine pour beaucoup de consommateurs dans le monde, à la fois des pertes de revenus ou une précarité économique qui s'est intensifiée, des pertes d'emplois, moins de mobilité, je ne reviens pas sur les effets Covid, plus en même temps du renchérissement des prix alimentaires, donc une double peine, moins de pièces dans le porte-monnaie, et en même temps, ces quelques pièces permettent d'acheter moins de nourriture. Un exemple type, au Liban, l'inflation alimentaire entre 2019 et début 2022, c'est 3000%, et le prix du litre de lait au Liban en janvier était de 28 € le litre. Alors, évidemment, le Liban, c'est l'État défailli par excellence. Donc, vous comprenez que cette guerre en Ukraine s'installe sur un terrain déjà extrêmement compliqué pour beaucoup de pays.
Et ce temps chaud Covid-Ukraine, et je vais revenir sur l'actualité chaude ukrainienne, mais il faut toujours regarder le tiède et le froid si on veut correctement, je crois, regarder les tendances et distinguer le superflu du structurel. On n'est pas dans une séquence où on va avoir de la simplification agricole et alimentaire mondiale. On vient d'évoquer toutes les problématiques climatiques. On pourrait ajouter les écarts colossaux de croissance démographique, ressources géographiques, stabilité politique, paix versus instabilité, qui fait que depuis des années, il y a un sujet qui est de plus en plus stratégique, c'est la logistique. Il y a quelques pays d'Asie, l'Empire du Milieu, pour ne pas le nommer, qui a depuis 20 ans compris qu'en investissant sur la logistique, on prenait beaucoup de pouvoir sur la planète. On redécouvre aussi, nous, au niveau européen et peut-être français, qu'il faut faire de la logistique et faire justement que cette offre et ces demandes puissent plus rapidement, plus facilement, plus régulièrement se rejoindre, y compris en maîtrisant qui tient les robinets pour qui et pourquoi. Donc nous avons cette situation qui n'est pas, pour les prochaines années, simple. Pour le dire autrement, je peux constater depuis quelques semaines que beaucoup d'acteurs très loin des questions agricoles ou alimentaires redécouvrent l'importance du secteur agricole. Alors c'est très bien, ce reclassement, il faut toujours des crises pour reclasser les sujets essentiels, mais ce sujet essentiel ne va pas s'éteindre quand bien même il y aurait un arrêt des combats en Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a une tension structurelle agricole et alimentaire mondiale, guerre en Ukraine ou pas. Donc la guerre en Ukraine ou la pandémie de Covid qui n'est pas finie, je viens de voir qu'à Shanghai, ça commence à s'agiter sur les balcons puisque les gens ne peuvent pas sortir, que des drones se pointent aux quatre coins des immeubles pour mettre les gens à l'intérieur. Il commence à y avoir des contestations sociales et des problèmes d'approvisionnement alimentaire à Shanghai. Rien ne dit que la Chine va rester d'une folle stabilité dans les prochaines années non plus. Donc, tout ça, c'est pour vous dire aussi que c'est pas parce que la guerre en Ukraine va s'arrêter demain ou dans 3 mois, c'est pas parce que la pandémie va s'arrêter dans les prochains mois ou dans 3 ans que la tension structurelle agricole et alimentaire mondiale est en train de s'atténuer. On a besoin de produire partout et on a besoin de construire de la sécurité alimentaire pour tous, rappelant que sur 8 milliards d'habitants, on n'est que 5 à pouvoir assez librement consommer chaque jour. Il y a 3 milliards qui galèrent quotidiennement pour trouver de la nourriture. Il y en a un qui ne trouve rien. Voilà. Ça, c'est structurel. Alors après, c'est si on veut les regarder tout le temps ou si on veut les regarder uniquement parce qu'il y a une guerre à 2000 km de Paris. Donc ça, c'est la responsabilité aussi, je crois, dans le narratif agricole des professionnels, parfois d'élargir un peu le regard pour rappeler autour que, certes, et évidemment, je vais le dire pour vous provoquer un peu, il y a le sujet des bassines en France, mais il n'y a pas que ça. Et il faut réintégrer plein de variables pour un narratif agricole qui soit plus intelligible, je ne dis pas plus intelligent, je dis plus intelligible pour celles et ceux qui n'y connaissent rien comme moi et qui essayent de comprendre à grands traits pourquoi l'agriculture, c'est le futur. Les bassines, ce n'est pas évident pour comprendre que l'agriculture, c'est le futur. Je me permets de rebondir à chaud à ce qui a été dit. Il faut parfois, vis-à-vis de certains interlocuteurs, élargissez, globalisez le propos, simplifiez le propos. Donc, on a eu une entrée en présidence française de l'Union européenne qui s'était installée avec à la fois le post-Brexit, le post-Merkel, le post-Trump, l'éventuel post-Covid. Sur le plan agricole, je ne reviens pas sur les agendas PAC, PSN, dont on vient de recevoir à nouveau la copie de Bruxelles il y a quelques heures, côté français. Mais le conflit en Ukraine bouscule un peu certaines orientations et replace le curseur un peu sur le productif, un peu sur le sécuritaire, un peu sur le capacitaire. Alors, sur la guerre en Ukraine, d'abord, je prends ces deux caricatures qui sont sorties le lendemain du 24 février, entre la naïveté européenne et évidemment la combinaison de deux crises majeures qui, pour nous, Européens, nous rappellent que les insécurités physiques, ça existe.
C'est ça, en fait, qui se joue pour moi depuis 6 semaines, pour le grand public ou pour la classe politique. C'est de redécouvrir que dans l'agenda européen, pour les Européens, l'insécurité physique existe dans le monde contemporain. Voilà. Entre pandémie sur votre santé et guerre en Ukraine à vos portes, vous avez des risques physiques qui existent. Alors, Russie-Ukraine, je ne reviens pas sur le réarmement agricole et céréalier de la Russie depuis 20 ans, vous le connaissez par cœur. Je rappelle juste simplement le pari croissant du pays de vouloir miser sur la Sibérie, seul territoire gagnant du réchauffement climatique, et où la Chine d'ailleurs est en train d'installer plus que des personnes. Donc regardez le sujet Sibérie, d'autant plus que dans le narratif russe sur la Sibérie, il y a un grand discours sur le bio, c'est de faire la plus grande agriculture organique du monde puisque ces territoires ne sont pas trop pollués par les activités humaines et industrielles. Et donc la Sibérie fera l'agriculture bio de demain, rappelant au passage que depuis 20 ans, la désinformation sur les OGM est principalement mobilisée depuis l'Est et Moscou. Hein, pas besoin de faire de dessin, mais ça fait 20 ans que ce pays pillonne le sujet OGM. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer qu'ils sont pas trop mauvais en désinformation. Regardez les derniers tweets du compte officiel de l'ambassade russe à Paris pour voir la stratégie de désinformation sur plein de sujets qui est en train de se déployer. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un pouvoir entouré de quelques personnes clés. VVP a quelques conseillers proches, dont le père du ministre de l'Agriculture. Ça, c'est le contexte, à grande tendance côté russe. Côté ukrainien, tout le monde, hors monde agricole, découvre que l'Ukraine est une grande puissance productive et exportatrice agricole. Là aussi, je ne vous assaille pas de chiffres, mais c'est x12 en valeur, c'est x6 en volume. Depuis 20 ans, les exportations agricoles de ce pays, c'est 110 millions de tonnes de production en grande culture, il y en a 80 qui sortent. Tout produit confondu agricole, l'Ukraine, c'est 5% du commerce mondial agricole en moyenne ces dernières années. Tout produit confondu. La toute petite Ukraine qui est peu visible sur un planisphère, puisqu'elle est plus petite que l'Europe, et déjà sur un planisphère, on voit à peine l'Europe. Sauf si vous avez votre projection habituelle européenne où l'Europe est au centre, puisque c'est facile, vous la trouvez. Mais la question est pas forcément évidente dans d'autres espaces. Alors, l'Ukraine, en blé, c'est une concentration principale à l'est et au sud. Je ne reviens pas non plus là-dessus, mais je rappelle que l'Ukraine, 4% de la production mondiale de blé, fait 12-13% à l'export. Et quand vous prenez Russie-Ukraine, ce qui est frappant dans ce réarmement céréalier des deux pays, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire renforcer de l'économie nationale, croire en la production agricole, être présent sur les marchés internationaux, y compris pour avoir un ancrage politique dans certains territoires, et je dis bien et pour la Russie et pour l'Ukraine, vous avez une grande part de la production de blé, comme sur d'autres cultures, qui est en fait exportée, ce qui explique la nervosité supplémentaire de marché qui était déjà particulièrement agitée avant le 24 février. Si on veut regarder autrement, parfois, les tendances de production agricole et à l'export, je me suis amusé à prendre les 10 premiers pays exportateurs de blé. J'aime bien rappeler une chose, d'abord que sur la planète, depuis le début de ce siècle, on a exporté 3 000 milliards de kilos de blé, puisque si vous parlez en tonnes, il n'y a personne qui comprend. Donc 3 000 milliards de kilos de blé ont été échangés dans le monde depuis 20 ans, dont 900 sur les 5 dernières années. Donc sur les 20 dernières années, on a fait un tiers sur les 5 qui viennent de s'écouler. Et ce qui est surtout frappant, c'est que même si sur 20 ans, les États-Unis dominent avec 570 millions de tonnes et que la Russie est à 380 millions de tonnes en cumulant le total export, ce qui est frappant, c'est que sur 10 ans, c'est 260 pour les États-Unis, 280 pour la Russie, il y a rééquilibrage, et que sur les 5 dernières années, c'est 130 pour les États-Unis et 180 pour la Russie. On peut faire le même comparatif entre France et Ukraine.
puisque la France a fait 330 millions de tonnes depuis le début du siècle. C'est plus que l'Ukraine qui a fait 190. Par contre, sur les 5 dernières années, la France a fait 80 et l'Ukraine a fait 90. Donc, Russie et Ukraine ont mis le pied sur l'accélérateur, là où d'autres ont décéléré, type États-Unis, ou d'autres stagné, type Europe, ou d'autres origines. Et donc, vous avez le résultat qu'en moyenne, depuis 5 ans, la Russie plus l'Ukraine, c'est 30% des exportations mondiales de blé. Vous pouvez évidemment regarder d'autres produits, parce que tout le monde a un peu la tête sur le blé, mais évidemment, si vous ajoutez l'orge, le maïs, le tournesol, vous avez une surreprésentation Ukraine et Russie sur les marchés internationaux, ce qui explique que vous avez un emballement généralisé des prix. Alors, qu'est-ce qui se passe si on revient juste sur le blé, parce qu'il a une dimension de sécurité humaine et instabilité politique parfois plus rapide que le maïs, par exemple, où les circuits sont différenciés. Si vous prenez aujourd'hui les pays dans le monde qui dépendent au moins pour un tiers dans leurs importations de blé, dépendent de Russie et d'Ukraine, vous avez 47 pays qui sont entre 30% et 100%, et ces 47 pays, c'est 1,3 milliard d'habitants. Donc c'est dans ces pays en ce moment où il y a un peu de turbulence. Et donc qu'est-ce qui se passe déjà, puisque ça ne va pas fort, voire pas du tout en Tunisie, au sud de l'Irak, au Mali, où on a fermé la moitié des moulins depuis le début du mois de mars, au Burkina Faso, on pourrait rajouter évidemment toutes les tensions politiques et les interventions massives des pouvoirs militaires et politiques en Égypte. Vous avez depuis quelques semaines des inquiétudes majeures et des contestations sociales qui sont déjà en train de s'exprimer dans beaucoup de pays qui structurellement sont importateurs, achètent principalement leurs céréales et les grains auprès de la Russie ou de l'Ukraine. Et donc, ce ne sont pas des émeutes de la faim, ce sont des émeutes du ras-le-bol, où, quand l'alimentaire s'en mêle, vous avez toutes les raisons en dictature de descendre dans la rue manifester. J'aime bien insister là-dessus. Quand vous n'êtes pas en démocratie, vous descendez difficilement quand même manifester dans la rue. Là, pour le coup, vous prenez un risque physique. Donc, en fait, il faut que le bastion alimentaire saute, le verrou alimentaire saute, pour que vous alliez exprimer dans la rue, collectivement, plein de frustrations, la vie chère, le manque de liberté, plein de choses. L'alimentaire, c'est l'étincelle, c'est le catalyseur. Ça ne va jamais être l'unique variable. Donc, les expressions émeutes de la faim, il faut parfois... en tout cas, moi, j'ai du mal avec cette expression. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a rarement des émeutes en dictature si le problème alimentaire n'est pas sur la table. C'est ça, en fait, la nuance qui me semble importante de préciser. Et donc, nous avons, sur les conséquences conflits, depuis le 24 février, des problématiques logistiques de ce qui devait rester à l'export d'ici fin de campagne, avec un blocage des ports ukrainiens. Comme l'Ukraine, c'est le Far West, parce que là aussi, je pense qu'il faut qu'on se le dise clairement. L'Ukraine, c'est pas, tout n'est pas facile, simple et hyper sécurisé. Donc, évidemment, entre la guerre et le Far West, prétendre aujourd'hui qu'il n'y a pas de volume qui sortent d'Ukraine d'une manière ou d'une autre, c'est difficile. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chute drastique des exports, y compris parce que sur le plan maritime, il n'y a rien qui sort et qu'il n'y a pas match entre le ferroviaire et le maritime. Un vraquier de 30 000 tonnes va faire l'équivalent de plusieurs trains, et je rappelle que les trains ukrainiens pour venir sur le côté européen, ce ne sont pas les mêmes écartements de rails, et donc en plus il faut changer, et donc tout ça n'est pas si simple. Et même si vous pouvez un peu caboter d'un point de vue en camion et descendre éventuellement jusqu'à Constanța, la traversée mer Noire est compliquée. Et je reviens sur cet aspect logistique, c'est que si vous prenez tous les silos et stockages de grains en Ukraine, il y a plutôt une bonne répartition. Il y a quand même les grands qui sont sur la frange littorale méridionale du pays, et c'est là où l'action russe est en train de s'intensifier, après Mariupol et la mer d'Azov, après la Crimée depuis 8 ans, sans doute qu'il y a une volonté d'aller jusqu'à Odessa principalement, et il y a sur Odessa où
Nikolaev, des bombardements qui sont en train de s'intensifier, il y a eu des destructions de certains silos à grains, et donc il y a cette question de la logistique d'hier, d'aujourd'hui et de demain, puisque je rappelle que on est dans de l'illustration d'un phénomène mondial, c'est que 80% de l'exportation mondiale agricole et céréalière passe par la mer. C'est ce que je dis depuis des années sur la maritimisation de la sécurité alimentaire mondiale. Donc si vous voulez sortir du maritime pour le commerce mondial agricole et faire autrement, vous êtes sur des enjeux qui ne vont pas du jour au lendemain se mettre en place facilement. Et j'insiste, actuellement, la traversée de la mer Noire est plus que compliquée, au sens purement sécuritaire, et il y a de la désinformation en tout genre par rapport à ce qui se passe. Je rappelle aussi accessoirement qu'il y a un canal que la Turquie creuse sur la rive européenne à Istanbul, avec l'objectif de monétiser ce canal, puisque vous savez que dans le droit international, le passage des détroits est gratuit, mais que le passage d'un canal est payant, confère Panama ou Suez, que la Turquie vise aussi à faire passer beaucoup de bateaux de la mer Noire par un canal dès que ce canal sera opérationnel. Donc dans les discussions entre Ankara et Moscou, il faudra surveiller de près quel tarif pour qui sera pratiqué demain à long terme dans cette circulation, puisque pour la Russie, il n'y a pas de marché mer Noire. Alors il y a peut-être la Turquie qui retransforme comme actuellement une partie du blé russe qui sort massivement. La Russie a sorti 2 millions de tonnes de blé entre le 1er mars et le 30 mars. Donc la Russie continue à exporter. Il y a une partie qui arrivait plutôt par simplification en Turquie pour être transformée en farine. Je rappelle que la Turquie est le premier exportateur mondial de farine et qu'il y a aussi ce jeu de la Turquie un peu à suivre en ce moment. Moi, j'ai une question très pratique à court comme à moyen terme, qui est si la Russie contrôle le littoral méridional ukrainien, quand bien même il y aurait de la paix et un arrêt des conflits, est-ce que les origines sur ce littoral ou le passage des origines céréalières sur cette bande littorale sera ukrainien ou russe? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, surtout s'il y a des sanctions sur la Russie. Et ce n'est pas tout à fait la même chose si, pour sortir, il faut passer dans les mains des Russes, pour les Ukrainiens ou d'autres. Donc, sujet là-dessus. Et donc, je voulais partager 10 questions avec vous. D'abord, sur le plan global, la durée du conflit, évidemment, je n'ai pas la réponse. Évidemment, il peut y avoir une fuite en avant de VVP. Évidemment, il faut d'abord et surtout insister sur les conséquences humaines de la guerre en Ukraine. Les insécurités alimentaires de la guerre en Ukraine, elles sont d'abord pour les populations ukrainiennes. 13 millions de déplacés depuis le début du conflit. La guerre, pauvreté, insécurité alimentaire, pénurie d'approvisionnement, c'est ça la mécanique de détresse. L'autre chose, c'est l'incertitude sur les récoltes à venir. Évidemment, plus le conflit dure, plus la probabilité d'un impact sur les récoltes ukrainiennes à venir va être important. Donc ça, c'est important puisque le monde agricole résonne temps long, le monde politique et sociétal résonne temps court. Je m'évertue depuis un mois à expliquer que ce n'est pas parce que demain la guerre s'arrêterait qu'il n'y aurait pas des conséquences agricoles et alimentaires sur au moins 12, 24, voire 36 mois. Et il y a des gens qui ne comprennent pas cet effet cascade. La deuxième chose, c'est le choix des opérateurs entre logistique maritime et terrestre ou les risques réputationnels. Je constate, je ne vais pas les nommer, qu'un certain nombre d'opérateurs du négoce qui continuaient à charger en Russie au mois de mars ont décidé d'arrêter, parce que les risques sont importants. Et je rappelle que la grande société, c'est mon point 4, je viens tout de suite là-dessus, c'est la russification des routes de grainoducs mondiaux. Cette russification, après la génétique du blé que vous connaissez bien, puisqu'il y a eu une russification génétique du blé produit en Russie, c'est aussi tout le volet international avec l'arme céréalière pressurisante, y compris en disant actuellement que les productions agricoles et céréalières russes seraient d'abord, voire exclusivement, données aux pays amis ou alliés, ou en tout cas pas trop critiques, et surtout qu'on va peut-être devoir les payer en roubles, de la même manière qu'on fait monter la pression sur le paiement du gaz. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une société de négoce qui s'est russifiée
et qui a la maîtrise aujourd'hui de la tuyauterie céréalière russe, qui s'appelle Demetra, qui appartient à la banque VDB. Et il y a des jeux financiers autour de VDB qu'il faut regarder de près actuellement. Question sur l'Ukraine, sur son futur. Est-ce que l'Ukraine va se rapprocher de l'Union européenne, voire intégrer l'Union européenne comme certains le souhaitent de manière accélérée, ou au contraire être amputée et avoir un territoire appartenant en partie à la Russie demain? Il y a plein d'inconnus évidemment là-dessus. Et puis les intentions de la Chine, qui, bien plus que la Turquie, bien plus que l'Inde, est évidemment un État pivot autour, non pas du théâtre purement ukrainien, même s'ils sont présents, mais évidemment du fait qu'ils vont peut-être réfléchir de près à faire un choix entre Moscou ou le reste du monde, quand bien même la rivalité avec les États-Unis ira en s'intensifiant. Et j'aime bien rappeler une chose à propos de la Chine. La Chine ne fera la guerre à personne. Par contre, la Chine se donne tous les moyens pour dissuader tout le monde de ne pas lui faire la guerre. Sur l'Europe, je reviens juste sur un point mondial, pardon, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que la France a porté depuis 2 semaines une initiative multilatérale de court terme comme de long terme autour de ses conséquences en cascade sur l'agriculture et les marchés alimentaires. Initiative Farm, je ne reviens pas là-dessus, vous en avez entendu parler. C'est aussi en creux la volonté de préserver un dialogue multilatéral sur ces questions à l'heure où beaucoup de pays sont en train de détricoter le multilatéralisme, y compris dans les enceintes qui s'occupent d'agriculture et de sécurité alimentaire. Sur l'Europe, de la même manière, 5 questions. Est-ce qu'on a conscience de ces triples effets cascades de cette guerre, effet cascade géographique, temporel, sectoriel? Tous les secteurs sont concernés, tous. Ce n'est pas impossible que cette guerre en Ukraine ait économiquement sur les entreprises plus d'impact que la pandémie. Et le quoi qu'il en coûte n'est pas durable. La deuxième question, je l'ai dit, c'est notre réveil collectif sur les insécurités physiques. Ça veut dire qu'il ne faut pas se réveiller pour se réendormir dès que le bruit des armes cesserait en Ukraine. C'est toute la question. Point 3, de la revanche du productif. Ce que j'appelle la relance du capacitaire, en prenant toujours l'exemple de l'industrie de défense et d'armement. Quand bien même on peut contester que les missiles en Europe soient reclassés dans des catégories de produits nécessaires, hélas, si vous désarmez sur le capacitaire dans des secteurs stratégiques, si vous voulez relancer le capacitaire dans des secteurs stratégiques, défense ou agriculture, ça ne prend pas quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Donc ça veut dire que s'il y a des relances en capacitaire dans des secteurs stratégiques, comme l'agriculture, les effets, au mieux, c'est fin de décennie. D'ici là, il peut se passer plein de choses. Donc, c'est toujours le sujet. Plus vous désarmez, plus vous passez du temps à désarmer, plus vous vous exposez à des vulnérabilités. Surtout si vous considérez que le XXIe siècle sera un siècle des services, de l'immatériel et de la paix pour tous. On constate que les interdépendances économiques ne provoquent pas de paix forcément. Et on constate aussi que le libéralisme économique ne rime pas forcément avec la démocratie, confère la Chine ou les monarchies du Golfe. Donc il y a plusieurs certitudes européennes qui sont en train de voler en éclats, ou en tout cas que cette guerre en Ukraine nous invite à nous poser, y compris la question des autonomies stratégiques et des souverainetés solidaires. Il n'y a pas de souveraineté à domicile, pas dans le monde contemporain, il n'y a pas de vaisseaux spatiaux pour s'échapper de la planète, ni sur le climat, ni sur la géopolitique. Donc il faut penser souveraineté solidaire, c'est-à-dire fort à domicile sur les secteurs stratégiques, responsable vis-à-vis de l'extérieur, notamment si sur ces secteurs stratégiques, on n'est pas mauvais. Et où on a envie de partager des solidarités, y compris en regardant les dimensions humaines, et pas que les questions climatiques. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas climat plus social, mais c'est les deux.
si on veut exprimer de la souveraineté solidaire. Et puis, une question quand même sur l'Europe et notre rapport à l'Est européen. Est-ce qu'on a trop favorisé le développement agricole russe et ukrainien ces dernières années? Je me permets de poser la question volontairement devant cette assistance. Et je sais que c'est un sujet délicat, mais si je le pose ici, c'est parce que la question est posée dans certains milieux. Donc je me permets d'alerter sur le fait qu'il va falloir contrer de mauvaises interprétations autour de cet aspect-là. De la même manière qu'on ne peut pas dire qu'il faut mettre la Russie à plat, il faut distinguer ce qui relève du pouvoir de ce qui relève d'un pays, d'une nation, d'une société. Et donc on voit bien tout le Rubicon à franchir ou pas autour du risque réputationnel, puisqu'il y a aussi des Russes qui, aujourd'hui, espèrent ne pas être lâchés. Donc, je pense qu'il faut qu'on se pose des questions là-dessus. Et de la même manière, il y a une question sur l'Ukraine. C'est est-ce qu'il faut succomber aux émotions et accélérer l'intégration de l'Ukraine à l'Europe? Plus le conflit va durer, si en plus il s'intensifie dans ses horreurs, plus on risque d'avoir une question qui va monter dans l'agenda à Bruxelles, ce que beaucoup de pays veulent de toute façon mettre en priorité. Je ne vais pas m'exprimer sur les avantages ou les désintérêts, je poserai juste une question, c'est est-ce que si l'Ukraine rejoint l'Union européenne, on fait un raisonnement géopolitique avec la puissance agricole européenne, puisque l'Ukraine dans l'Union européenne renforce le potentiel agricole de l'Union européenne et son éventuelle expression extérieure. Je pose la question puisque depuis 15 ans, vis-à-vis de l'Europe de l'Est, on ne s'est jamais posé la question géopolitiquement comme ça. On a fait des agricultures de l'Est un problème pour les agricultures de l'Ouest. Et d'ailleurs, cette politique agricole commune est devenue une politique agricole concurrentielle entre États membres, ce qui est une aberration géopolitique par rapport au monde dans lequel on est. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. En espérant ne pas avoir tracé une route trop compliquée, mais malheureusement, et je dis bien malheureusement, il ne s'agit pas non plus d'enjoliver ni la situation mondiale, ni les sujets qui nous attendent en Europe. Je finirai juste pour dire un point. Il y a deux combats à mener. Le combat capacitaire productif avec cette dimension géopolitique, et évidemment le combat climatique, puisqu'il est hors de question de mettre de côté le sujet climatique, ça a été évoqué tout à l'heure. Donc l'Europe de la 2G dont j'ai beaucoup parlé ces dernières années, géopolitique et Green Deal, c'est pas l'un ou l'autre, c'est systématiquement et plus que jamais la combinaison des deux, mais précisément la combinaison des deux et pas que le climat. C'est comment rester fort à court terme, constamment avec une vision de long terme sur le capacitaire et être en capacité à long terme d'améliorer la viabilité tant de la planète que des systèmes agricoles qui sont également pressurisés. J'insiste là-dessus parce que, je l'ai dit ces derniers mois, le problème ces dernières années, c'est que nous avons eu une Europe herbivore dans un monde de carnivores. J'ai même parlé du retour des tyrannosaures il y a un an. Et je rappelle que d'un point de vue géopolitique, on n'a converti personne au véganisme stratégique, malheureusement, ces dernières années. Je vous remercie. Merci Sébastien Haby. Je vous invite à nous rejoindre pour la table ronde qui va suivre et je vais également demander à Michel Portier et Étienne Regost de venir sur scène pour cette deuxième table ronde. Je vous laisse prendre place. Alors, un mot tout d'abord pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Donc, Michel Portier, vous êtes directeur général d'Agritel, qui est une société de conseil donc, sur les marchés agricoles. Et Agritel a rejoint Argus Media, qui est leader dans le monde en matière de constitution de référence de prix. Et Étienne Regost, vous êtes directeur général d'Excelliance, qui est un des principaux producteurs français de semences de céréales à paille.
Alors, on va commencer par vous, Michel Portier. La hausse des cours des matières premières, on y est. Est-ce qu'elle est durable selon vous? Est-ce qu'elle est momentanée? C'est une question qui est peut-être un peu compliquée. Votre avis sur ce sujet? Il aurait fallu inviter M. Poutine, je pense, pour répondre à cette question. Il n'a pas souhaité venir. Parce que, comme l'a exprimé Sébastien, très clairement, aujourd'hui, la géopolitique s'invite de manière extrêmement importante dans la constitution d'un prix. Autant, j'ai envie de dire, notre métier, pour essayer de trouver un équilibre de prix de marché, était, j'ai envie de dire, beaucoup plus simple. Il y a quelques années, il suffisait de regarder supply-demande et puis ratio stock sur consommation. Autant ces drivers-là sont mis au second plan à l'heure actuelle et la géopolitique est devenue le driver principal à court terme sur l'évolution des prix. Donc pour répondre à votre question, d'abord, je crois que Sébastien l'avait évoqué, on était déjà sur un terrain propice à la hausse des matières premières agricoles, très clairement. On a vu ce changement de cycle, ce que j'appelle un cycle long terme 4-5 ans, quoi, qui a changé, où on était parti à la hausse des cours des matières premières il y a déjà 2-3 ans, pour nous, d'une manière générale, et est venu s'ajouter ça, un détonateur, on va dire un accélérateur de mouvement, qui a été le Covid, déjà dans un premier temps, à cause des problèmes de logistique, donc problème d'approvisionnement, j'ai envie de dire, quel que soit le prix, il fallait avoir de la marchandise. Demander aux agriculteurs la tension qu'il y a eu sur les livraisons d'engrais, notamment ces derniers temps. Et puis, deuxièmement, maintenant, on a un accélérateur géopolitique avec un arrêt brutal des exportations de l'Ukraine. Donc, ça va mettre certainement, même si demain, on arrête la guerre, ce qu'a dit aussi Sébastien, ça va mettre un bout de temps avant de repartir, tout ça. Pourquoi? D'abord parce que les flux par la mer Noire sont essentiels pour les exportations de l'Ukraine et de la Russie. Il faut savoir que la mer Noire est minée aujourd'hui, tout au moins tout ce qui est autour de l'Ukraine, des principaux ports ukrainiens. Donc, imaginons que demain, la guerre s'arrête, ce qui est malheureusement pas une probabilité assez faible. Il va falloir, on estime peut-être 3-4 mois avant d'enlever déjà toutes les mines, si vous voulez, qui sont autour. Donc, on a déjà, évidemment, les assureurs qui ne veulent plus assurer, évidemment, les bateaux qui vont naviguer sur la mer Noire. De manière paradoxale, on a les exportations russes qui continuent. Je rappelle que Poutine, parce qu'il y a une inflation en Russie de l'ordre de 20%, Poutine avait déjà décidé, juste avant la guerre, de dire « je vais mettre un quota à l'export entre le 15 février et le 30 juin de 8 millions de tonnes. Aujourd'hui, on pense que ce quota va être respecté. Ils ont exporté effectivement 2 millions de tonnes au mois de mars. On pense qu'ils vont exporter 2 millions de tonnes en avril, 2 millions de tonnes en mai, 2 millions de tonnes en juin. Alors donc, ces exportations russes vont continuer très, très clairement, notamment, et ça n'a pas été caché par M. Poutine, vers des pays amis, dits amis, ou peu contradictoires, on va dire, et à des prix défiant toute concurrence. Aujourd'hui, le FOB Russie vaut 40 $ la tonne de moins que le FOB Rouen, si vous voulez. Donc, à ça ne veut pas dire que d'un point de vue concurrentiel, en CAF, en livraison, il y a 40 $, puisqu'il y a des coûts d'assurance qui sont beaucoup plus élevés, des coûts de transport qui sont beaucoup plus élevés, un coût du risque qui est beaucoup plus élevé. Ça n'empêche pas que, je me pose la question, l'Égypte, par exemple, premier pays importateur de blé au monde, aujourd'hui a besoin de blé. Si on regarde un petit peu, il s'approvisionne pour l'instant pour éviter tout ce qui est risque de transport, ça approvisionne beaucoup sur la Roumanie, qui a encore pas mal de blé à exporter, sur les pays baltes. Maintenant, ils doivent se poser la question, à un moment ou à un autre, pour éviter les émeutes de la faim, etc., et puis les coûts d'approvisionnement en blé, ils ne retourneront pas sur la Russie dès que possible, quoi. Ça, c'est une question. Donc, est-ce que ça va durer j'ai envie de dire, certainement tant que durera la guerre. Après, tout est relatif. Est-ce qu'on a vu les plus hauts? Je rappelle que le blé sur la récolte 2022, dans la récolte à venir, donc, a atteint son plus haut hier.
Donc on est en pleine actualité, a touché son plus haut hier. Donc est-ce que ça va durer? Probablement que ce que l'on peut dire, c'est que le potentiel de baisse est relativement faible. Le potentiel de hausse, aujourd'hui, on a, je pense, dans les prix, intégré le fait qu'il n'y aura plus d'export pour un certain temps en provenance d'Ukraine. Il y a des exports russes qui continueront. Donc j'ai envie de dire, la prime de risque guerre où l'état actuel géopolitique est intégré. Maintenant, on est loin d'être arrivé à la prochaine récolte. On n'a pas de place pour un incident climatique. Alors quand je dis on n'a pas de place pour un incident climatique, si vous pouvez m'assurer, notamment la première table ronde, qu'on aura l'eau qu'il faut dans les semaines à venir, je suis très intéressé. Parce que, autre élément important, on a ce qu'on appelle un crop rating, c'est-à-dire un état des cultures aux États-Unis qui est à un plus bas historique sur les blés d'hiver. Hein, le dernier crop rating qui est sorti lundi, donc il y a 3 jours, c'est 30% des blés d'hiver aux États-Unis sont dans un état bon à satisfaisant. C'est le plus bas niveau historique aujourd'hui. Donc vous allez me dire, si les blés sont en mauvais état aujourd'hui, ça ne veut pas dire forcément que ça ne va pas se rattraper au printemps si la météo est favorable, mais en tout état de cause, on part d'un mauvais pas là-dessus. Ensuite, sur l'Europe, alors là, pour le coup, à date d'aujourd'hui, on doit être à 90% ou 92% en état de crop rating sur les blés d'hiver. Ils sont bien, mais on est sans réserve hydrique et en déficit hydrique à peu près globalement. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, si tout se passe normalement, on va dire, sur l'hémisphère nord, en termes de récolte, je pense que le potentiel de baisse est peut-être 10-20 euros tonne. Si la guerre continue comme ça, c'est déjà intégré dans les prix. Maintenant, si vous me remettez un incident climatique hémisphère nord chez l'un des principaux pays exportateurs, sauf qui peut. Bon. Alors avec tout ça, un impact très fort sur le bilan agricole. Comment? Avec un impact très fort sur le bilan agricole. De toute façon, le ratio stock sur consommation au niveau mondial baisse depuis 3-4 ans. C'est pour ça que je dis qu'on a changé de cycle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production, on tape dans les stocks. Pas de manière extrêmement importante, mais on tape dans les stocks depuis déjà 2-3 ans. C'est-à-dire qu'on ne produit pas assez. Et quels sont les pays, on l'a un peu évoqué, mais quels sont les pays les plus impactés? Les pays les plus impactés sont alors les gros pays importateurs. Mais je vais faire une distinction. On a fait tout un ratio entre qu'est-ce que représente le coût de l'importation par rapport au PIB. Et là, donc, on va distinguer des différents pays. Par exemple, l'Algérie, qui est un gros pays importateur, nous ne sommes pas très inquiets pour l'Algérie, parce qu'elle est producteur de gaz. Donc, à la limite, il faudrait leur proposer de faire des swaps, un barter, gaz contre, faire des échanges, gaz contre blé. Donc, il y a les pays producteurs d'énergie, comme l'Arabie Saoudite, qui est importatrice aussi de beaucoup de céréales, donc, comme je disais, l'Algérie. Mais il y a des pays qui n'ont pas effectivement ces ressources-là et qui n'ont pas d'énergie. Donc, l'Égypte va être impactée. Le Liban, c'est une catastrophe, puisqu'ils n'ont plus de réserves, notamment du fait que les silos ont explosé avec l'histoire de l'engrais. Il y a la Libye, il y a l'Irak, ça a été évoqué, et il y a tout un tas de pays d'Afrique. Je voudrais souligner aussi que le Maroc connaît une sécheresse historique et qu'ils vont connaître une récolte catastrophique. Donc le Maroc va devoir importer aussi énormément de blé pour la prochaine campagne. Donc tous ces pays-là importateurs vont effectivement souffrir, et plus particulièrement ceux qui n'ont pas de ressources, de revenus pétroliers ou gaz d'une manière générale. Et en Europe, pour la France, là, on est plutôt... non, mais la France, il n'y a aucun souci. La France, elle est exportatrice. C'est plutôt une opportunité. Est-ce que c'est une opportunité? Oui, c'est une opportunité effectivement à court terme. On était parti dans les bilans France Agrimaire ou France Export Céréales sur un stock de report de 3,2 millions de tonnes il y a encore un mois, on va dire avant la guerre, juste avant la guerre, un stock de report de 3,2 millions de tonnes en blé au 30 juin, ce qui était un stock de report confortable, on va dire. Aujourd'hui, on le baisse peut-être à 2 millions de tonnes. On va arriver sur un stock outil, ce qu'on appelle. Donc, effectivement, la France et l'Europe, d'une manière générale, va exporter plus.
Et l'autorisation de remettre en culture les terres en jachère par Bruxelles, ça a un impact fort, ça? Cette année, non. Il était trop tard. D'accord. Il était trop tard. Donc, très clairement, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être remettre un petit peu plus de tournesol, mais blé, c'est trop tard. Céréales, c'est trop tard. Or, le printemps, peut-être un tout petit peu. Et puis, il ne faut pas oublier que les jachères, ce sont les mauvaises terres qu'on a mis. Je vais vous donner un exemple. Je suis désolé de parler de moi-même, mais j'ai une exploitation agricole dans des terres un petit peu difficiles. Grosso modo, sur mes 5% de jachères, je les laisse sans jachères. D'accord. Si on se projette un petit peu plus loin, à plus long terme, quelles sont les perspectives d'évolution des cours? Les perspectives, les cours resteront élevés pour nous. Et alors en dehors de la géopolitique que je ne maîtrise pas, évidemment, et des conséquences de la guerre, enfin les conséquences de la guerre vont être durables, comme l'a dit Sébastien. L'un des principaux drivers que je suis, c'est le prix du gaz. Pourquoi? Parce que les coûts de production ont augmenté énormément. On travaille, là ça fait depuis 15 jours qu'on travaille énormément sur les coûts de production, notamment pour savoir si les agriculteurs, ça fait partie de notre métier, doivent vendre la récolte 2023. Donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde effectivement les coûts de production pour 2023. Donc on regarde le coût des engrais, notamment de l'azote. On a les prix qui sortent, mais ils sortent sur des niveaux relativement élevés. La solution azotée sort pour la récolte 2023, donc pour de la livraison, on va dire juin, juillet, août, autour de 750-800 euros tonnes. Donc c'est un prix qui reste très élevé pour la récolte de 2023. Après, pourquoi? Parce que l'azote est produit à partir de gaz, donc on suit évidemment les cours du gaz. Donc tout ça est extrêmement lié. Donc vous avez une corrélation extrêmement forte entre le coût du gaz, le coût de l'azote et le coût de revient. Et après, vous avez le coût du fioul. Je vais donner un exemple. L'unité d'azote est passée en un an de temps de 1 euro l'unité, je fais simple, j'arrondis, d'1 euro à 3 euros. Donc, vous avez 2 euros l'unité d'azote en plus. On met à peu près 200 unités d'azote à l'hectare pour faire du blé. Donc, vous avez déjà 200 euros rien que sur l'azote en charge en plus. Là-dessus, vous rajoutez le gasoil. Le gasoil, grosso modo, sur une exploitation agricole, on considère qu'il faut 100 litres de gasoil à l'hectare, à peu près. On a pris presque 1 euro au plus haut, 1 euro de hausse sur le prix du gasoil. Donc, vous me rajoutez encore 100 euros là-dessus. Donc, j'ai deux unités d'azote par 200 unités, ça me fait 400 euros à l'hectare. Plus le gasoil, 100 euros, ça me fait 500 euros à l'hectare. Et je n'ai pas mis là-dedans la hausse des autres charges, qui vont être la charge des intrants. Je pense que phyto et désherbants vont augmenter. Très clairement. La charge de mécanisation, évidemment, a augmenté, etc. Bref, de toute façon, approximativement, parce que après, ça dépend si vous faites un rendement de 7 tonnes, 8 tonnes, 9 tonnes à l'hectare, ça va être un diviseur pour le coût de revient. Mais il y a, on va dire, 16-18 mois, on estimait pour une ferme standard, rendement standard, etc., que le coût de revient pour l'agriculteur sur une ferme normale, c'était 170 euros la tonne. Aujourd'hui, on travaille avec, notamment on est sur la récolte 2023, on travaille surtout sur la récolte 2023, on est autour de 240 euros la tonne. Donc on a déjà pris 70 euros la tonne de hausse de coût de production. Donc, pour moi, de toute façon, à un moment ou à un autre, le marché il se régularisera. Je veux dire, on ne peut pas descendre durablement. On peut, pendant une année ou deux, ce qu'on appelle les effets ciseaux, malheureusement, que des éleveurs de porc connaissent bien, ou de volailles, mais on ne peut pas durablement descendre en dessous des coûts de production. Donc, si vous mettez un coût de production autour de 220-230 euros, vous me rajoutez ce qu'on appelle la base, la marge de transport pour amener ça à Rouen, etc., etc. Vous me rajoutez 20 à 30 euros, donc ça vous fait 230, ça vous fait 260 euros la tonne base Matif, base Euronext. Donc je vous donne une référence. Pour moi, le blé, coût de revient agriculteur, c'est un équivalent de 260 euros la tonne base Euronext récolte 2023. On est autour de 280 aujourd'hui. Donc le marché fait son job. D'accord. Sébastien Bis, je vous donnerai la parole après, je pense que vous avez envie de réagir à tout ça. Mais Sébastien Bis, est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une modification de l'équilibre entre les différentes cultures ?
De toute façon, c'est ce que... Je vais répondre à votre... c'est une question large. Je vais dire juste une chose. Ces dernières années, on a aussi des tendances de modification de culture parce qu'il y avait des cultures qui étaient monétisées grâce à leur contribution par rapport à l'agenda climatique. Donc en fait, le curseur qui se replace, c'est de savoir si demain, on a le bon équilibre entre des productions nourricières et des productions à destination de la transition climatique et de la décarbonation. Évidemment, si c'est 100 0 ou 0,100, ben c'est pas le bon équilibre. Sauf que les incitations aujourd'hui de production en Europe, elles sont sur les changements de culture et pas forcément sur le capacitaire dont je parlais. Plus tous les éléments que Michel Portier vient d'évoquer, qui font qu'on a peut-être des signaux de marché dissuasifs pour demain produire. C'est-à-dire que l'effet cascade que j'évoquais, c'est pas simple aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs paramètres où en fait on ne sait absolument pas dire vous inquiétez pas pays acheteur, vous inquiétez pas consommateur d'ici ou d'ailleurs, il y aura de la quantité forcément en plus les prochains mois. On ne sait pas, on ne peut pas le garantir. Donc le zéro risque alimentaire, ça n'existe pas. Le zéro risque agricole, c'est une fantaisie de l'esprit. Donc pour répondre à votre question, est-ce qu'on va avoir des changements de culture ? Je ne sais pas, moi je pense que par exemple sur le maïs, ce serait pas mal d'en faire un peu plus en Europe, oui. Prendre cet exemple. Parce que j'ai plutôt l'impression que de l'autre côté de l'Atlantique, on est bien content que l'Europe ne fasse pas beaucoup de maïs. Voilà. Je vois que ça réagit dans la salle. Donc, alors, je vais vous passer la parole, Étienne Régost. Dans quelle mesure les semences sont, normalement il est allumé, sont impactées par la fluctuation des cours ? Oui, alors sont impactées, je dirais, bon, d'abord, bonjour à tous. Je dirais déjà par rapport à l'exposé de Sébastien Abyss et puis le complément que vous avez apporté, M. Portier, j'ai l'impression que ce sujet paraît un peu secondaire, loin de la géopolitique. Bon, pour autant, il va falloir produire. Alors j'ai l'impression, je ne sais pas où vous avez trouvé ma photo, mais j'ai l'impression de dire attention, produisons. Alors, pour produire, il faut des semences. Alors effectivement, pour revenir à votre question sur l'impact des matières premières, oui, effectivement, je prends l'exemple du blé. Là, c'est la matière première pour faire nos semences. Je prends un exemple très simple en prenant des chiffres ronds. Sur des blés qui étaient autour de 200 € tonne, la matière première, c'est déjà autour de 40% du prix de revient d'une semence sortie d'une usine. Je ne parle pas de la protection phytosanitaire. Si on fait une projection sur des blés aller à 300 € pour prendre un chiffre rond, on passe déjà à 55-60% de ce coût de revient. Donc c'est quand même très significatif et on n'a pas d'autre choix que de l'intégrer. Alors, comment faire face à ces hausses de matières premières? C'est quoi la solution? Les solutions. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que de répercuter ce coût de matières premières, puisqu'on est dans des professions où les marges sont quand même très serrées. Donc là, mathématiquement, il faut qu'on répercute ce coût. Alors, ça ajoute d'autres coûts. Bien sûr, vous avez évoqué vos agriculteurs, mais on l'a aussi pour nos métiers. Bon, après, je veux dire, sur la tangente, on peut toujours essayer d'améliorer des petits ratios de production au niveau de nos usines, au niveau des process. Au niveau des distributeurs, on sait que les marges sont serrées, mais je veux dire, les marges de manœuvre sont extrêmement faibles. Et puis je dirais, pourquoi pas, chez les agriculteurs, on sait que ça se travaille à travers des instituts techniques, il y a peut-être des solutions parfois de baisser encore un peu des densités de semis. On sait qu'aujourd'hui, même si ça se fait, il y a peut-être encore une réflexion à porter. Donc c'est des petits éléments par l'ensemble des coûts qu'on peut évoquer. Et le fait d'être organisé en filière aussi, ça vous protège quelque part? Disons que ça nous protège, oui, les filières constituées notamment par SEMAE depuis plusieurs dizaines d'années, en lien avec des instituts, avec l'UFS, la FNAMS, la GPB. C'est vrai qu'on a aujourd'hui, on bénéficie d'une résilience de travail, tous les acteurs sont concernés, donc ça nous aide énormément évidemment. Alors, comment est-ce qu'on va se projeter également avec vous dans l'avenir? Comment vous voyez, quelles sont les perspectives pour l'avenir en matière de production de semences? Alors, perspective, je dirais que, là c'est vrai que ce qui se passe en ce moment c'est déstabilisant, mais moi je vais être résolument optimiste, je dirais qu'elle serait à deux niveaux. Je pense qu'on a un premier levier, on a évoqué tout à l'heure par rapport à la réduction des phytos, mais
nos aléas climatiques, bien sûr la génétique, toujours la génétique, avec bien sûr, on l'a évoqué, je ne vais pas y revenir non plus, mais l'amélioration des méthodes de sélection variétale. Donc ça, c'est un point important. Se profile aussi à l'horizon des nouvelles protections avec des biosolutions. Donc ça se met en place. Mais moi, je suis optimiste pour qu'on ait des solutions très intéressantes dans les années à venir, donc à court et moyen terme. Et puis, pourquoi pas évoquer, aujourd'hui, il y a des recherches qui sont sur des blés hybrides de nouvelle génération. Je pense qu'à un moment donné, ça va arriver sur le marché. Je ne connais absolument pas le rythme de développement qu'il pourrait y avoir. Donc, optimiste pour cela. Sachant que nous, à notre niveau, vous voyez, on est l'interface entre le monde de la sélection et la mise en marché. Donc, nous sommes quelque part, pour ce premier levier, les relayeurs de cette partie génétique. Donc, optimiste pour ça. Deuxième élément, sur les perspectives, je dirais, on est plutôt des contributeurs, puisque je l'ai évoqué à l'instant, avec nos interprofessions qui ont fait leurs preuves en termes d'organisation, mais aussi de sécurisation de tout ce qui est approvisionnement semences, je dirais, quelles que soient les conditions de l'année. Et bien voilà, on est un peu les relayeurs et les contributeurs. Et contributeurs en quoi? C'est assurer la souveraineté d'abord sur les semences, qui vont pouvoir permettre une souveraineté alimentaire. Alors, on n'est pas inquiet pour le marché français en particulier, mais on a une carte à jouer. Alors, vous souhaitiez réagir, Sébastien Abyss, et notamment peut-être sur la vision géopolitique du besoin en semences. Oui, merci. Je vais réagir semences pour faire passer un message qui me semble très important en écho à ce qu'a dit Michel Portier. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a moins l'Ukraine, et pourquoi pas demain, moins la Russie, parce qu'elle serait sanctionnée, et je parle de la Russie agricole, en fait, on ne peut pas. Il y a besoin de la production agricole russe et ukrainienne aujourd'hui dans le monde. Il n'y a pas forcément besoin que de celle-ci, mais si on enlève celle-ci aujourd'hui dans l'équation mondiale, il n'y a personne pour remplacer. En tout cas, à court terme, il n'y a personne. Il faudra vraiment mettre un sacré turbo productif par ailleurs. Bon, donc ça veut dire que quand tout à l'heure je posais la question volontairement provocatrice d'un point de vue du narratif qu'il va falloir faire pour la filière pour déconstruire des idées reçues, bien sûr qu'il faut continuer à faire rayonner l'excellence française semencière à l'international. D'ailleurs, c'est la première puissance exportatrice, c'est une contribution importante à notre balance commerciale. Et donc, cette performance-là, le narratif stratégique, c'est précisément parce qu'aujourd'hui, et l'initiative Farm qu'a lancée d'ailleurs la France, insiste sur la nécessité de renforcer la production partout. Donc que ce soit à l'Est ou en Afrique ou dans d'autres régions du monde, il faut pouvoir produire avec justement des équations multiples, mais le but c'est de pouvoir produire. Donc il ne faut pas aujourd'hui que les semences françaises se recroquevillent sur l'Hexagone. Ça c'est clair. Mais c'est la façon de raconter l'histoire qu'il va falloir peut-être dessiner différemment et exprimer différemment, avec la nécessité sur ces sujets techniques que les professionnels expliquent dans les mondes non agricoles pourquoi les semences françaises sont importantes pour la sécurité alimentaire mondiale. Et c'est pour moi un message important ce matin que je voulais faire passer. Étienne Regos, vous souhaitez réagir ? Simplement rebondir sur ce que j'évoquais, sur les filières françaises qui ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, quand même premier exportateur, producteur en semences de grande culture. Donc on a tous les atouts pour réussir. Moi je crois beaucoup que c'est aux politiques, on va voir comment ça se passe après les élections, mais aux politiques alors, au niveau France, mais aussi au niveau à Bruxelles, pour justement pouvoir faire évoluer ces nouvelles techniques de sélection. On a le territoire, on a les acteurs, on a les outils pour produire des semences, non seulement pour notre propre marché, mais pour amplifier encore nos marchés à l'export. Très bien. Je vous propose, Jean Cordier, de nous faire une petite synthèse. Je ne sais pas si ça va être très facile, mais je vais vous passer la parole pour en quelques minutes nous faire part de votre réaction par rapport à ce que nous avons entendu. Je vous remercie beaucoup de me passer la parole à ce moment. Bien sûr, j'ai réfléchi à ce que je devais dire. Pour répondre, je dirais que j'ai travaillé et j'ai vu des choses, je suis témoin. Donc, en tant que professeur, j'ai travaillé sur la volatilité des prix sous Louis XIV. Ce que Michel Portier n'a jamais fait, je pense. Même si je le connais bien.
la volatilité sous Louis XIV des céréales était beaucoup plus importante que maintenant. Pourquoi? Problème climatique de production en France, commerce international limité, guerre. Et lorsque les convois de blé venaient de Saint-Pétersbourg pour combler le déficit français en cas de problème climatique, si Jean Bart défendait bien les convois de céréales, le prix descendait. Si les Anglais nous piquaient le blé, les prix montaient. Donc la volatilité, elle existe. Elle a été très forte historiquement. Donc grâce à l'évolution des sociétés, du commerce, l'ouverture des frontières, on a limité le sujet. Deuxième moment qui m'a paru important, c'est qu'en début 92, j'ai été invité à Moscou pour monter un marché à terme des céréales, invité par un collaborateur de Eltsine. Donc je suis pointé à Moscou, c'était assez spécial comme période. J'ai vu des tanks brûlés à Moscou, parce qu'il y avait eu un putsch juste avant. Et à l'époque, ce qui va faire sourire tout le monde, les céréales dans le monde, à Chicago, valaient $100. Elles valaient $200 en France. Marché isolé, soutenu. Sur le marché officiel à Moscou, $1 la tonne. Pourquoi? Les entreprises agricoles étaient publiques, on leur donnait le matériel, les engrais, etc. Donc on leur donnait rien pour récupérer ça. Ce qui fait que ces entreprises agricoles soviétiques ne produisaient pas. Ou plutôt, elles donnaient le minimum à l'État et vendaient au marché noir. Le marché noir était à $50. Je crois beaucoup au marché noir. C'est le seul marché qui donne les justes prix. Donc, ça, c'est pour évoquer l'aspect politique des marchés. Si l'on segmente les zones, on arrive à ce genre d'incohérence. Or, nous passons d'une dérégulation des marchés, mondialisation, qui, à mon sens, a créé la richesse au niveau mondial, même si certains souffrent de ces mondialisations, mais la démondialisation va coûter beaucoup plus cher à tout le monde. Le fait qu'il y ait des embargos pour exporter des engrais, au Brésil en particulier ou ailleurs, tout ça va créer une baisse de richesse générale. Donc, le marché, la géopolitique, tout ça a été très très bien évoqué par les intervenants précédents, et à un moment je me dis bravo à Michel pour son calcul savant sur les coûts de production. Moi j'ai dit souvent, pour moi, du blé, c'est une autre forme de pétrole. Je suis même allé jusqu'à travailler sur les fonds d'investissement en matières premières et sur la diversification utile pour un investisseur à mettre du blé dans son portefeuille. Ça a été le problème de 2010, tout ça. Et la corrélation entre le pétrole et les matières premières agricoles s'est largement augmentée. Donc maintenant, quand je vois du blé, c'est du pétrole sous une autre forme. Donc, chose qui compte, ça a été très bien expliqué par M. Portier, c'est l'énergie qui est la clé du prix de tout ce qu'on veut. Nous sommes dans une société où l'énergie est déterminante. Si l'énergie coûte cher demain, eh bien, les produits agricoles vaudront très cher. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Quand on regarde l'aspect planète, on se dit que c'est très bien d'utiliser moins de carbone, moins d'énergie carbonée. Ça a été dit largement. Donc, l'augmentation du prix de pétrole, l'augmentation du prix du gaz énorme actuel, c'est un choc fondamental, mais c'est peut-être un choc utile sur le long terme. Là, on parle d'arbitrage. Alors, sur le court terme, par rapport au choc de la guerre en Ukraine, moi, je considère que les marchés vont réagir comme ils savent le faire. Si les coûts de production augmentent, le prix de marché augmentera. La marge de l'agriculteur ne sera pas plus élevée comme il n'a pas de pouvoir de marché. Tout ça s'ajustera plus ou moins. Ce qu'on n'avait pas trop évoqué, c'est la volatilité. Lorsqu'on regarde les courbes de prix
On voit les prix qui montent, qui descendent, les indices qui montent, qui descendent. Moi, je regarde surtout ce que j'appelle la volatilité implicite, c'est-à-dire ce que les gens pensent, ce que sera la volatilité demain, les risques de demain. On n'en a pas parlé. J'étais un peu surpris qu'on ne parle pas de ça. Parce que quand je regarde, j'ai consulté un site qui s'appelle Agritel Cotation hier. Gratuit, merci Michel. Alors, je regardais en fait que comme les cotations des années 2022-2023 sont plus basses que les cotations 2022. Donc le marché réagit, ça veut dire que les consommateurs consommeront moins demain et les producteurs produiront plus, malgré tous les vicissitudes des engrais et tout ce qui est nécessaire pour produire. Donc je crois au marché et à la dureté du marché. Parce que demain, quand on parle de sécurité alimentaire, moi je ne me sens pas en insécurité alimentaire en France. Tant que je suis riche, je mangerai. C'est les pauvres qui vont trinquer. Les pays pauvres, ils ont été évoqués. Et leur arbitrage final aux pauvres, c'est l'immigration. Donc peut-être que demain, la Sibérie, qui est le nirvana des céréales, sera couvert de Sahéliens. Quand les Sahéliens remonteront, ils iront jusqu'en Sibérie. C'est peut-être la vision d'avenir long terme qu'il faut avoir. Bon, c'est du très long terme. Il y aura du géopolitique avant. Mais le marché va durement affecter tout le monde, mais il va fonctionner comme il fonctionne tout le temps. Un point qui n'a pas été trop évoqué jusqu'à présent, et je m'arrêterai là, c'est l'impact sur les structures agricoles en France. Je pense que la vision classique des structures agricoles françaises pourrait évoluer fortement avec ces chocs énormes qui affectent la production. Donc ça, c'est un point de réponse. J'ai fait un travail pour c'est la Banque européenne d'investissement sur le financement de l'agriculture dans les différents pays européens. Et j'ai interviewé beaucoup de grands responsables agricoles en France et à l'étranger. Et la vision que j'ai retenue, qui m'a été donnée, je vous la transmets, c'est une transformation fondamentale des exploitations agricoles vers de grandes exploitations. C'est lié aussi au problème du renouvellement des jeunes agriculteurs qui ne veulent plus travailler comme leurs parents, leurs grands-parents, qui veulent des vacances, qui veulent avoir un style de vie très différent, enfin, ne plus être contraints par... je parle beaucoup pour les productions animales, plus que peut-être que pour les personnes qui sont en production végétale pure. Mais leur vision, c'était une intégration beaucoup plus forte de la production animale, production végétale, avec des prises de participation lentes des managers qui entraient dedans, et avec une plus grande prise en compte de la capacité de mutualisation des ressources dans l'agriculture. C'est de ne pas avoir des grandes exploitations végétales qui vont apporter pas de l'organique, mais de l'inverse, c'est du chimique. Alors que c'est l'organisation plus générale de l'exploitation qui, me disait-il, était une vision d'avenir importante. Très grande exploitation. Donc je laisse le sujet ouvert. Je rends le micro. Merci Jean Cordier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, si vous souhaitez poser? Oui, alors, au troisième rang. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Alors, attendez, avec le micro, ce sera mieux. L'approvisionnement implicite, Philippe Ribaud, agriculteur, et je voudrais revenir vers Monsieur Regost pour lui dire... je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, et moi je suis très inquiet sur l'approvisionnement en semences, et notamment avec le blocage. Nous sommes saucissonnés avec des hybrides. Je fais partie de ceux qui, il y a une grosse semaine, a cherché à remplacer du maïs par du tournesol. Et pour avoir de la semence de tournesol aujourd'hui, Monsieur Regost, c'est niette. Par contre, je voudrais inciter, au vu de la situation mondiale, et je félicite les deux intervenants avant sur leur tour d'horizon, sur notre approvisionnement en semences qui va se faire grâce aux lignées de céréales. Et je dirige 750 hectares en Eure-et-Loire. Je crois savoir de quoi je parle.
Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout inquiet pour ressemer de l'orge de printemps, de l'orge d'hiver, des blés tendres, des blés améliorants et du blé dur, parce que je taperai dans la cellule, comme les semenciers savent faire quand il y a des catastrophes climatiques. Hein, voilà. Mais pour l'instant, n'allez pas trop vite vers les variétés hybrides en blé. Je suis tranquille, monsieur. Je vais dormir tranquille ce soir parce que ça ne marche pas, c'est trop cher et ça ne produit pas plus et ce n'est pas plus résistant aux maladies qu'autre chose. Donc là, il faut peut-être arrêter un petit peu sur la publicité, je qualifierais. Mais je suis tranquille avec les variétés délignées et je voudrais qu'en tournesol et en colza, on mette cette obligation dans une nouvelle loi pour que l'on puisse se dépanner au cas où. Et dernière question, Monsieur Rogost, c'est de savoir si les semenciers ont décalé, au vu des événements sur l'Ukraine et sur les pays de l'Est, ont décalé leur implantation de semences, les ont ramenés sur des pays sûrs, où nous serons sûrs d'avoir des semences de maïs et des semences de tournesol et de betterave l'année prochaine. Merci. Oui, alors d'accord, d'abord je ne suis pas spécialiste des semences hors céréales. D'ailleurs, on est ici au nom de la section céréales à paille de SEMAE. Et en plus, comme je suis un pur ch'ti, vous voyez, les cultures de notamment tournesol ou de soja, je ne connais pas trop. Non, ce que je voulais simplement, quand j'ai évoqué rapidement par rapport aux lignées, c'est à terme, il pourrait y avoir peut-être des solutions pour certains territoires à partir de semences céréales hybrides avec des nouveaux schémas de sélection. Tout à l'heure, j'ai bien dit que je ne connaissais absolument pas le rythme de développement de ce type de production. Donc je n'en sais rien. De toute façon, aujourd'hui, on est très majoritairement sur des productions de semences de lignée. Donc là, je ne suis pas particulièrement inquiet. Moi, je vois bien le progrès qui sont accomplis grâce à la sélection, dans ce que l'on peut vous apporter sur des tolérances maladies. Par exemple, on ne va pas refaire le débat, mais c'est très significatif depuis 5 ou 7 ans. Donc voilà. Alors après, moi, sur la partie, sur les espèces que vous avez évoquées, effectivement, il y a des productions qui sont faites sur des pays, on l'a évoqué, hein, sur notamment la Russie ou l'Ukraine. Ce n'est pas le cas des céréales, en général. Que ce soit céréales d'hiver, céréales de printemps. Donc voilà, donc je ne suis pas inquiet, mais je comprends vos préoccupations. Donc voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus, hein, mais je ne peux pas vous répondre directement sur les espèces que je ne connais pas. Alors, nous avons Thierry Berlizeau qui souhaitait également intervenir. Moi, je voulais rebondir sur... Je vous invite à vous lever, pardon. Je voulais rebondir sur le propos de Michel Portier et lui poser une question. Ce que vous nous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de l'augmentation de l'unité d'azote. En fait, l'azote, évidemment, il est disponible dans l'air, donc il y en a plein. Ce qui coûte cher, c'est l'hydrogène pour fabriquer l'ammoniac. Et aujourd'hui, il vient du CH4, donc du gaz naturel, et c'est l'augmentation du prix du gaz naturel qui augmente le prix de l'unité d'azote. Est-ce que cette situation va favoriser l'émergence d'autres solutions pour produire de l'hydrogène moins cher pour produire cet ammoniac, ou d'autres solutions, et est-ce que ça va les rendre économiquement plus intéressantes vu le coût du gaz? À quelle échéance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible? Et est-ce que on a des alternatives aux méthodes actuelles et de repositionnement d'ailleurs de la France sur la production d'engrais azotés? Alors, des solutions, alors je ne suis pas un technicien de l'azote, hein, mais bon, lorsque je vois les préconisations qu'on nous donne, mettre plus de fientes de poule dans les champs ou de matière organique, etc., bon, il faut déjà que je demande à mes poules de faire plus de fientes, c'est pas évident, c'est quand même relativement limité comme solution. Après, je voudrais... en profiter, votre question, vous allez me dire, je suis en train un peu de la détourner, mais avant qu'on me dise la table ronde est terminée, je voulais dire quelque chose. Dans quelques minutes. J'aimerais en profiter. Il faut produire plus. Et je suis vent debout contre Farm to Fork. Comment peut-on imaginer de nous imposer déjà 25% de bio, alors que déjà demander à un éleveur laitier, on produit déjà trop de bio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éleveurs laitiers vendent du lait bio au prix du conventionnel. Donc, ça va poser un problème. Comment peut-on produire plus avec une réduction de 50% des produits phyto? C'est absolument impossible, si vous voulez. Et je vais faire un parallèle. Alors, excusez-moi, mais souvent je fais ce parallèle, mais généralement en petit comité, tant pis, je vais me lancer. Les plantes, elles ont besoin de protection pour pouvoir produire. Comme nous avions besoin de vaccins pour lutter contre le Covid. À ce moment-là, si on nous demande de réduire de 50%
les produits phyto, pourquoi nous impose-t-on une vaccination? Je veux dire, c'est très clair qu'il faut faire confiance à la science, il faut effectivement faire confiance aux vaccins. On n'a pas le choix, de toute façon, pour lutter contre le Covid. Il faut faire confiance à l'amélioration des produits phytosanitaires qui sont de moins en moins toxiques. C'est très clair. Je ne dis pas que il y a quelques années, on avait des produits qui étaient quand même assez corrosifs pour la santé humaine. Mais il faut faire confiance à la science, il faut faire confiance à tout ça. Et ce ne sont pas des décisions politiques au niveau de Bruxelles en nous imposant de 25% de faire du bio. Là, je vais rejoindre les gens, je pense que tu es tout à fait d'accord avec moi. C'est le marché qui décidera combien on doit faire de bio. C'est jamais un politique qui doit décider combien on doit faire de bio. Et de la même façon, on n'est pas idiot si on peut faire une réduction des intrants et améliorer nos pratiques culturales pour produire autant avec moins de fongicides. J'aime pas le mot pesticide, c'est pour ça que je ne mets pas le mot pesticide. Le mot pesticide, souvent, Madame Michu comprend peste, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc avec moins de fongicides, donc on n'est pas idiot, on va le faire. Et puis je voudrais dire, en agriculture, moi je suis très optimiste. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se rendre compte qu'effectivement l'agriculture, c'est important, la souveraineté alimentaire, c'est important, et l'une des solutions, je vais revenir un petit peu quand même à vos questions, à votre question, l'une des solutions à l'énergie, elle viendra de l'agriculture. Pourquoi? Parce que déjà, il y a la méthanisation, il y a les fermes solaires, les panneaux solaires, etc., et la décarbonisation. Donc, très clairement, je ne réponds pas très clairement, je réponds pas à votre question parce que je ne connais pas exactement les différentes façons techniques de produire de l'engrais, si ce n'est que là, j'espère que mon patron n'est pas dans la salle, je sais que par exemple Argus travaille sur l'ammonium décarboné, par exemple, la production d'ammonium décarboné, et qui sont en train de créer un marché de l'ammonium décarboné. Par contre, tout ça aura un coût. Ça veut dire que l'énergie va grimper. Les coûts de l'énergie vont grimper. On le sait très bien. De toute façon, le gaz russe, il n'est pas cher, mais on va s'en passer pour des raisons géopolitiques. On va trouver des produits de substitution. On va importer des États-Unis de l'azote liquide qu'il va falloir retransformer. Donc ça aura un coût. Mais peut-être, je vais rejoindre peut-être un peu un optimisme, effectivement, on va se rendre compte que effectivement l'énergie, ça coûte cher, donc il faudra produire avec moins d'énergie, et ça pourrait être en partie une solution pour la planète. Mais ça va prendre du temps, et entre-temps, on va souffrir. Bon. On va devoir s'arrêter là, messieurs. Je suis désolée parce qu'on a déjà, on a déjà pris un peu de retard. Il me reste à vous remercier et je vous invite à regagner la salle.